Une autre piste de réflexion, c'est un peu, en quelque sorte, la continuité du terrain dans les oasis, à savoir la question enfin, de la religion. C'est un gros mot, quoi. Enfin, parce que moi, je pars de l'idée, au fond, je déconstruis la religion, c'est-à-dire j'ai une perspective qui est loin d'être essentialiste, et je pense en fait que c'est un terme qui doit être euh, déconstruit, et on ne doit pas arrêter de le déconstruire parce que il est tellement chargé par notre tradition religieuse et aussi par toute la tradition scientifique, et notamment les théories de la sécularisation. Donc, ce qui fait que c'est un terme qui obscurcit plus qu'il n'éclaire, franchement. Mais bon, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce terme, qui est un terme indigène, finalement. Ce n'est pas un terme scientifique. Bon, bien sûr, je sais que les anthropologues essayent, bien sûr, de construire de façon rigoureuse et cohérente leurs notions, même si ces notions, en fait, relèvent du langage commun. Mais je trouve que malgré ces précautions, et au fond, pendant, pendant longtemps et en continu, au fond, à ne pas sortir de l'évidence du phénomène religieux. On ne sort pas d'une certaine forme de naturalité, quoi. Et, euh, une bonne partie des théories de la sécularisation, en fait, sont un peu la conséquence de cette conception presque essentielle de la religion comme un fait de nature. Alors, bien sûr, si on reprend un peu le fil conducteur que j'ai évoqué, notamment par rapport à la question de la croyance comme action, par rapport au, à l'historicité, enfin, des phénomènes, et notamment de ce qu'on peut appeler, ou ce qui est appelé la religion, euh, on doit pouvoir effectuer une critique systématique de cette notion qui a emprunté en fait plusieurs avatars, quoi, enfin, et notamment la sécularisation, c'est-à-dire de nouveau partir de l'idée que on passerait progressivement d'un état religieux vers un état séculier, alors même que c'est déjà un préjugé, c'est un préjugé culturel, c'est un préjugé historique que de, que de considérer ce paradigme comme allant de soi. Ce paradigme, il fait partie de la tradition intellectuelle occidentale, telle qu'elle a été euh, élaborée, telle qu'elle a été construite. Et je trouve qu'on n'a jamais fait suffisamment d'efforts, ou en tout cas on devrait continuer à faire l'effort de déconstruire cette notion pour ne plus y mettre ce qu'on a eu tendance jusqu'ici à mettre, à savoir justement tout cet imaginaire euh, évolutionnaire finalement. Chaque fois, quoi, on revient presque toujours au même problème, à savoir qu'il y aurait un état religieux et un état non religieux. Et à l'état religieux sont associées les sociétés non modernes ou non occidentales, et à l'état séculier seraient associées les sociétés modernes, alors même que ces sociétés, non seulement en fait elles relèvent de ce paradigme religieux séculier qui est propre à la tradition chrétienne, disons, mais que les théories séculières elles-mêmes ont de la peine ont de la peine à distancier, quoi. Donc, bon, dans un article que j'ai publié dans Esprit, j'essaye de reprendre un peu systématiquement cette réflexion pour montrer que finalement le concept de religion obscurcit plus qu'il n'éclaire les processus, et que
si on parle de laïcité ou de sécularité, on devrait le faire, bien sûr, en rapport avec, en déroulant le contexte dans lequel cette théorie s'est élaborée et qui reste, comme je l'ai dit, une théorie de la modernité, une théorie de l'évolution ou du progrès. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que parfois on parle du retour du religieux, etc. Enfin, donc toutes ces tartes à la crème, parce qu'on est pris chaque fois dans cet imaginaire où à savoir, bah, la religion, c'est un stade de l'évolution, ou c'est un stade donné de l'histoire, et que voilà, quoi, enfin, qu'on n'y échappe pas, qu'on n'en sort pas. Euh, donc c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué de s'arrêter là-dessus. Mais disons, peut-être prenons des exemples concrets ou d'essayer de comprendre finalement comment on peut réfléchir à cette question en passant par des objets comme le voile islamique. Enfin, parce que finalement, moi, ce qui m'a intéressé à un certain moment, c'est que bien sûr, moi j'appartiens à une génération qui a été nourrie aux valeurs républicaines, aux valeurs laïques, et tout ça est à définir d'ailleurs. Enfin, c'est quoi les valeurs républicaines, c'est quoi les valeurs laïques, mais enfin, disons les valeurs qu'on a considérées à un certain moment comme celles du progrès. Et notamment, donc, adhérer à la théorie de la sécularisation et dire, au fond, qu'à un certain moment, on va sortir de l'ère du religieux et donc de l'obscurantisme vers une sorte de lumière. Bon, bien sûr, on en est revenu. On en est revenu, mais tout en n'en revenant pas, quoi. Enfin, tout en n'en revenant pas. Euh, alors, l'idée est la suivante. J'ai trouvé un fil conducteur. Donc cette question de la religion m'a toujours intrigué parce que je n'ai jamais compris ce qu'était vraiment la religion, puis quelle est la religion. Enfin oui, bien sûr, dans l'histoire, on a bien vu en fait qu'il y a les vraies et les fausses religions. Le problème, c'est qu'avec l'Occident et avec la tradition occidentale, c'est qu'on s'est arrangé pour que on place tout le monde dans le paradigme du religieux et on introduit à l'intérieur la bonne et la mauvaise religion. Après tout, l'invention de l'idolâtrie, c'était ça. Hein, au XVIe siècle, c'était pour montrer au fond que quelque part, on est religieux tous, ou on doit être religieux, mais qu'il fallait trouver la bonne religion. Hein. Donc, et même quand on a sécularisé les études sur la religion, même déjà, même avec l'invention de cette notion d'idolâtrie, avec l'ascase, etc., mais même plus tard avec la phyto, et puis bien sûr avec les fondateurs de l'anthropologie religieuse du 19e siècle, on est resté complètement prisonnier de cette appréhension complètement ethnocentrique du religieux. Donc, l'idée est la suivante, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher, d'une façon peu ou prou, d'adhérer à cette idéologie de la sécularité, cette idéologie de l'émancipation qui est au soubassement de la modernité et qui est souvent peu explicitée. Hein. On la donne presque un mouvement naturel de l'histoire. Et alors même qu'un anthropologue est censé quand même être particulièrement suspicieux par rapport à cette notion, dans la mesure où la notion de religion, au fond, n'existe que dans les traditions monothéistes, c'est-à-dire dans quasiment toutes les autres sociétés et toutes les traditions, le terme de religion n'a pas de sens, c'est-à-dire il n'existe pas en tant que tel, et il ne recouvre pas, en tout cas, ce que nous entendons, ceux qui relèvent de la tradition monothéiste, notamment oui, le judaïsme, l'islam et le christianisme, et notamment, bien sûr, le christianisme, avec tous les développements qu'il a effectués par rapport à cette question-là. Donc, déjà, on devrait être critique par rapport à cette notion, qui est
parfaitement ethnocentrique, et ça, même les anthropologues et notamment Evans Pritchard, même si par ailleurs il était catholique, il adhérait en fait à une certaine vision du monde, à une certaine religion, mais il savait bien en fait que c'était une notion tout à fait relative, et puis qu'il n'y avait pas ses équivalents dans les autres sociétés. Mais finalement, c'est comme si ce constat-là n'avait pas eu beaucoup d'importance, et que finalement s'imposait l'idée que finalement, quelque part, malgré tout, la religion est là, elle est naturelle, ou même si elle n'est pas présente, elle est présente sous différentes formes. Et donc, et moi-même, j'ai été victime, je suis victime de cet a priori de moderne, quoi. Parce que c'est un prisme à travers lequel on ne peut pas voir autrement le monde. Et il faudrait vraiment faire un énorme effort pour se décentrer. Et c'est pas du tout évident. Alors, peut-être la façon dont j'ai pu me décentrer, et d'autres aussi, mais je vais prendre un exemple très concret, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anthropologue, quel qu'il soit, relève quand même d'une certaine métaphysique. Il adhère à un certain nombre de valeurs. Moi, je suis la fin du 19, du 20e. J'ai été nourri aux valeurs de l'émancipation, du progrès, de l'histoire, de la Révolution française, de la Révolution soviétique. Enfin, disons, de cette idéologie du progrès, du changement et tout. Et d'ailleurs, que je sois religieux ou pas, enfin, peu importe, mais on était imprégné par cette... alors même que j'ai toujours été agnostique et tout, enfin bon, mais on est imprégné par cette idéologie, parce que c'est ce qui fait notre entendement. Donc même quand on est critique, on reste quand même tributaire de cette notion. Et j'ai été confronté à un certain moment, et c'est pour ça que parfois c'est plus facile de prendre des cas concrets et puis d'essayer de reconstituer, c'est que j'étais aux États-Unis dans les années 89-90. J'étais à Berkeley, donc département d'anthropologie. J'étais professeur invité, enfin visiting scholar, etc., enfin différentes choses. En famille, ma femme aussi, elle était en linguistique, moi j'étais en anthropologie. Et là, bon, non pas que je ne connaissais pas l'anthropologie américaine, la preuve qu'on a parlé des études d'acculturation, mais aussi Belshaw, etc. Donc j'avais une maîtrise quand même de l'anthropologie américaine, et bon, et je connaissais relativement bien, quoi, enfin, finalement. Mais quand même, bon, j'étais là-bas, et puis c'était l'époque du post-colonial, ou post-moderne plutôt. Enfin, post-colonial, c'était venu après, quoi. Enfin, post-moderne, enfin, la déconstruction, tout ça. Bon, mais c'est pas tellement ça sur lequel je vais m'arrêter. Mais enfin, disons, c'était quand même une période, un peu de bouillonnement. Dans le département, il y avait Rabino, etc. Enfin, bon, on était proches. Bon, il y avait Geertz, enfin, il y a bon, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais une collègue dont j'ai fait connaissance là-bas sur place, que je ne connaissais pas avant, qui s'appelle Laura Nader. Je ne sais pas si... Bon. Laura Nader, c'est vraiment une grande personnalité. C'est quelqu'un, une très très forte personnalité, quelqu'un qui a beaucoup de présence, beaucoup de courage et beaucoup de ténacité intellectuelle. Et qui... pour moi, c'était extrêmement intéressant d'avoir cet échange. Elle, pour elle, le modèle, c'est vraiment Jefferson. Le modèle, c'est le modèle américain, c'est les valeurs de Jefferson, enfin, c'est ça, l'Amérique, la citoyenneté, etc. Bon, moi, j'ai rien contre, hein, bien sûr. Moi, j'avais lu des choses. J'étais aussi fasciné par, par ce qui se passait aux États-Unis, puis par l'histoire. Mais le problème, c'est que j'étais un peu réticent, quoi. C'est-à-dire Jefferson et tout. Bon, c'était quand même un esclavagiste. Enfin, et puis, enfin, bon, quand même, le modèle américain était un modèle. Voilà. Enfin, c'est comme le modèle révolutionnaire ou avant, enfin, c'est-à-dire c'était aussi pour, je sais pas, les Noirs étaient exclus, les femmes, etc. Donc j'étais un peu méfiant par rapport à ma collègue qui était dithyrambique par rapport au modèle
américain qui pour elle, représentait, bien sûr, euh, euh, bien compris, bien sûr, s'il est bien compris, le modèle américain, c'est le modèle vraiment de l'émancipation, enfin, de la citoyenneté, de ce qu'on peut faire de mieux. Voilà, la révolution américaine, donc, au fond, c'était c'est ce qu'elle a pu faire de mieux. Mais bien sûr, elle n'était pas naïve. Laura Nader, elle savait bien en fait que c'était des éléments sur lesquels il fallait revenir, approfondir. Bon, mais enfin, ça restait un modèle pour elle. Bon, moi, venant d'Europe, j'allais dire des États-Unis d'Europe, mais malheureusement, c'est pas encore le cas. Je venais d'Europe et j'étais pas si fasciné que ça par rapport au modèle américain, d'autant plus que moi, quand même, je viens d'une tradition où on était plutôt contre la guerre du Vietnam, où on voyait bien l'impérialisme américain, enfin, quand même, et puis la situation des Noirs, des Indiens, les génocides. Et de nouveau, on n'était pas si naïf que ça, en fait. Au contraire, c'est quelqu'un vraiment... elle a beaucoup travaillé sur la société contemporaine et tout, quoi, Laura Nader, donc elle connaissait bien les processus d'hégémonisme et tout, mais enfin, il y avait quand même cet idéal, quoi, en fait, inscrit un peu comme ça, du modèle américain, jeffersonien. Et puis bon, on a sympathisé, on a commencé à discuter, quoi. Puis finalement, au fond, avec l'échange intellectuel, on s'est dit, tiens, au fond, d'accord, bon, alors travaille sur ton modèle américain, moi je travaille sur mon modèle universaliste français, enfin, ou européen. Parce qu'elle était très critique. Elle pensait que les Français, c'est colonial, impérialiste, et que c'est pas le véritable universalisme, c'est un universalisme dévoyé, en fait. Bon, et non, non, à la limite, je n'étais pas contre ce anniversarisme dévoyé, bien sûr. On peut toujours dire que la Révolution française a été dévoyée, les idéaux de la Révolution ont été dévoyés par le colonialisme, etc. Mais n'empêche que moi, j'adhérais beaucoup plus aux valeurs universalistes, républicaines, qu'aux valeurs américaines, parce que je trouvais que les valeurs américaines, elles étaient... bah, ouais, elle était moins universaliste finalement que les valeurs telles qu'on me les a enseignées, les valeurs républicaines. Mais bon, donc cet échange a été extrêmement important parce que ça m'a permis au fond de me confronter au modèle républicain que j'avais hérité et sur lequel je m'étais pas encore tout à fait interrogé, en me disant, mais au fond, c'est vrai, bon, bah voilà, avec la distance depuis les États-Unis, bah, qu'en est-il ce modèle républicain auquel j'avais toujours adhéré, parce que je pensais que c'était vraiment comme ça qu'on pouvait réaliser la citoyenneté, qu'on pouvait réaliser les valeurs d'égalité. Après tout, regardons ça de plus près. Et on s'est donné le but de faire une étude comparative, de son côté, en partant du point de vue américain, mais moi en partant du point de vue français, pour nous interroger sur les universalismes, hein, qu'il y a derrière l'un et l'autre. Voilà, donc c'est vraiment parti de là, quoi. C'était, comme elle disait, un joke, c'est-à-dire c'était vraiment pour le fan, mais moi j'ai pris ça au sérieux. Et en fait, je me suis dit, bah oui, bah là, je vais approfondir. Bon, moi, je suis quelqu'un de plutôt sérieux, effectivement, et puis c'est peut-être parce que je suis angoissé. Donc, je m'investis dans la chose pour vraiment aller jusqu'au bout, enfin, pour me dire, bah voilà, tu dois faire ça, et j'ai pas lâché. Bon, en fait, il se trouve que j'étais le seul. Il y avait aussi une amie, une collègue brésilienne qui devait aussi s'intégrer à ce projet, mais du point de vue justement brésilien. Mais bon, là, très vite, elle a abandonné. Donc, je me suis retrouvé avec Laura Nader et moi. Mais bon, moi, j'ai mené jusqu'au bout ma réflexion. Et il se trouve donc, en commençant à réfléchir sur le modèle républicain et l'universalisme français, il se trouve qu'en France, il y a eu l'affaire des voiles en 1989. Les trois filles qui ont... il y a eu quelque chose... c'était presque une révolution en France. Enfin, comment se fait-il que dans une république laïque, on puisse porter le voile? Et donc c'est parti de là, en fait. Et c'est ce que j'ai appelé d'ailleurs la France et le voile islamique, universalisme, comparaison, hiérarchie. Donc ça a été un texte pour moi qui m'a permis
de revenir sur la question de la sécularité, sur la question de la religion, sur la question de l'ethnocentrisme, sur la question de l'universalisme. C'est-à-dire, en fait, tout ça, c'est quoi, en fait, hein, voilà. Et donc, vraiment, c'est parti d'un point de vue un peu distancié, le fait que j'étais aux États-Unis. Tout d'un coup, ça m'a permis de prendre la distance par rapport au modèle républicain auquel j'adhérais, pas aveuglément, mais auquel j'adhérais quand même. Enfin, pour moi. Et tout d'un coup, c'est vrai, quand depuis les États-Unis, je voyais que la France était sens dessus dessous parce qu'il y avait 3 jeunes filles qui avaient porté le voile. Aujourd'hui, peut-être, quoique c'est pas vrai, quoi. En France, ça pose toujours le même problème, quoi. C'est-à-dire, c'est encore d'actualité. Et puis, il y a toujours une énorme résistance. Mais que dire à l'époque, c'était encore pire. Bah, voilà. Et puis je me suis dit, mais quand même, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est-à-dire, donc il y a quelque chose. Et donc, c'est ce qui m'a permis de revenir à la question, justement, qu'est-ce que la sécularité? Qu'est-ce que l'universalisme? Qu'est-ce que la religion? Et à partir de quoi et d'où, enfin, à partir d'où on parle? Donc voilà, ça m'a permis alors de m'intéresser alors de plein pied à cette histoire de religion, sécularité, à travers le voile islamique. Mais le voile, en fait, islamique n'était que vraiment un prétexte. Donc, moi, ça m'a permis, au fond, de revisiter les processus d'intégration. C'est quoi un processus d'intégration? C'est quoi le républicanisme? C'est quoi l'assimilation? Et donc, c'est quoi la sécularité? Y a-t-il un seul modèle de sécularité? Y en a-t-il plusieurs? Et puis, d'ailleurs, tout d'un coup, je découvre, au fond, parce que j'étais franco-centré, j'étais persuadé que la laïcité, c'était universel. Enfin, c'était ce mouvement universel vers lequel tendait tout le monde. Et d'ailleurs, même le terme, pendant très longtemps, je ne savais pas. Et puis encore aujourd'hui, les gens sont persuadés que laïcité, c'est un terme universel. Alors que laïcité, c'est pas un terme universel, c'est typiquement français. Dans d'autres pays, on n'utilise pas du tout le terme laïcité. On utilise peut-être sécularité, sécularisation, et puis qu'il y a beaucoup de modèles de sécularité. Certains sont plus confessionnels que d'autres. Donc tout d'un coup, on découvre une myriade une quantité de configurations qui, tout d'un coup, nous font découvrir, au fond, qu'il n'y a pas une seule laïcité, il n'y a pas une seule sécularité, qu'il y a des modèles qui se chevauchent, qui se contredisent. La séparation de l'État et de la religion n'est absolument pas partout, quoi. La Grande-Bretagne, la Suisse, dont pas certains cantons, dans d'autres pays, c'est vraiment pas la chose la plus universelle, c'est pas la chose la plus partagée. En fait, la seule forme de laïcité, j'allais dire absolue, radicale, quoi qu'elle redrive, c'est la France. Quoique là aussi, c'est une construction très particulière. Cela dit, en France, même s'il y a une séparation de l'Église et de l'État très forte, n'empêche que la laïcité, elle est que la religion elle est sous contrôle de l'État et qu'il n'y a pas une séparation aussi étanche qu'on le croit ou qu'on le pense. Donc voilà, c'est des éléments qui m'ont ouvert des perspectives par rapport à la notion de religion et puis à sa place dans notre société moderne. Bien sûr, toujours avec des comparaisons et des approches avec d'autres sociétés, quoi. Enfin, que ce soit la société oasienne, enfin, des sociétés de la tradition, quoique là aussi, ce ne sont pas des sociétés de tradition, mais enfin, ou les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé en Papouasie, etc. Donc, de nouveau, cette question de la religion et de la place de la religion a été complètement balayé, mais en même temps aussi déplacé pour mieux saisir que nous avons affaire plutôt à des discours, à des constructions, et que finalement, on a affaire à un objet complètement évanescent. Et cet objet évanescent, d'ailleurs, relève non pas d'un contenu qui relèverait du religieux. Au contraire, moi ma thèse est plutôt la suivante, c'est que finalement, ce qui prime dans les sociétés, quelles qu'elles soient, c'est le politique. Et au fond, la religion n'est qu'une fonction secondaire pour remplir le politique, mais qu'on n'est pas dans un monde religieux par définition. Et c'est pour moi, c'est même un non-sens que de partir de l'idée qu'il y a des sociétés qui vivent dans la religion, dans l'univers religieux, et d'autres sociétés qui s'en sont sorties. Pas du tout. Là, et de ce point de vue-là, moi, je serais plutôt un lecteur de Gaucher, quoi, enfin une deuxième version, c'est-à-dire où il montre bien que c'est le politique partout qui est premier, même si la religion joue la fonction
même si la religion, à un certain moment, joue la fonction politique. Mais quoi qu'il en soit, c'est la fonction politique qui prime, même si c'est la religion qui se donne la légitimité, en fait, disons, politique. Donc voilà, ça c'est un déplacement que j'ai trouvé important. Et de nouveau, c'est une façon de revenir finalement aux différents objets sur lesquels j'ai travaillé, à savoir au fond qu'il n'y a pas de société plus religieuse que d'autres. Il y a des sociétés comment dire, oui, il n'y a pas de société plus religieuse que d'autres. En fait, ce qui est religieux, c'est souvent ce qu'on associe avec le religieux, c'est-à-dire une sorte de, de, de préjugés, enfin, ou de stéréotypes qui fait que on va déclarer comme religieux ce qui n'est pas de notre propre usage, quoi. Enfin, puis de voir du religieux ailleurs que chez soi. Euh, et que souvent, c'est un facteur plutôt de déclassement, c'est un facteur d'exclusion ou c'est un facteur autoritaire pour marquer une différence entre des sociétés qui de nouveau seraient sorties du religieux et puis d'autres qui le seraient restés. Des sociétés qui sont séculières et d'autres qui ne le sont pas encore. Et donc c'est un principe de classement qui hiérarchise les sociétés, mais qui, la plupart du temps, en fait, ne nous donne pas d'éclairage sur les véritables pratiques. Et moi, je ne suis, et même si on revient à l'islam, etc., moi, je suis absolument pas persuadé qu'il y a des sociétés, de dire société islamique n'a pas de sens, quoi. C'est-à-dire il y a encore moins que c'est des sociétés qui sont guidées par le religion. Ça n'a aucun sens. C'est des sociétés politiques où le religieux est instrumentalisé, où le religieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut jouer la fonction du politique, mais on est, si on veut, en fait, parler en termes de sécularité, par définition, le pouvoir est séculier. Il relève de processus politiques essentiellement, alors qu'il peut prendre des habits religieux ou des habits ça change rien par rapport à la, à la sécularité des processus, quoi. C'est-à-dire, on est dans un univers plutôt du politique qui fonctionne sur, sur des enjeux géopolitiques, sur des intérêts pragmatiques et autres. Et on n'est pas dans l'univers de la croyance, et comme si l'acteur social, il était mu par une croyance qui le dépasse et qui surdétermine son comportement. Dans toutes les situations, quelles qu'elles soient, l'acteur social est irrationnel. Et s'il utilise la religion, ce n'est pas par irrationalité ou parce qu'il s'oublie dans une sorte de délire religieux, mais parce que disons, cet habit religieux lui permet en fait d'agir et d'interagir et d'arriver à accomplir un certain nombre d'actions, mais qui relèvent d'une forme de rationalité. C'est-à-dire, on n'est pas dans un univers religieux fermé. En fait, il n'y a pas d'individus qui sont fermés dans des univers religieux et qu'il faut les sortir, soit par la force, soit par autre chose, quoi. Enfin.